Il est 18 heures à l'écran de l'actualité avec un énorme plaisir. Je vous souhaite un bonsoir. Vous savez à quel point je suis toujours heureux de vous retrouver chez nous les artistes chaque samedi pour partager la richesse d'une rencontre avec des invités ressources, des personnes ressources qui nous sont précieuses ce soir. Vous savez, j'ai par exemple invité ce soir Sa Majesté Bombog Maled Madjam. C'est un fervent gardien du patrimoine. Vous savez qu'il y a en ce moment une exposition exceptionnelle de l'art camerounais au musée du Quai Branly à Paris dans le cadre du projet Route des Chefferies. Eh bien, 270 œuvres exposées grâce à un réseau de 27 musées camerounais. C'est dans le cadre de la saison culturelle camerounaise en France. Nous comprendrons, nous tirerons profit de son expérience justement pour comprendre l'importance d'une telle exposition, d'un tel rendez-vous. Mais s'il vous plaît, on a dit week-end, non? Eh bien, on va jouer au Menjan. On va jouer du balafon ce soir chez nous les artistes. Peut-être en replay avec la première édition du festival Ndjan Ndjan Menjan. Première édition qui s'est tenue et portée par l'association Cultura. Nous avons, s'il vous plaît, rendez-vous avec la crème des balafoninistes d'Afrique. Je vous donne deux noms, Claire. Ali Keita, qui nous vient du Mali. Il y en a un autre aussi qui nous vient de la terre de Côte d'Ivoire. Deux générations. D'ailleurs, l'un est le petit-fils musicalement de l'autre. Et c'est un plaisir que j'ai aussi, en vous faisant ce clin d'œil à Nissé Nemé, pourquoi pas vous inviter au Menjan ce week-end, surtout qu'on célèbre la Pâques. Effectivement, Steve. Salut, vaillant peuple du Cameroun, ici Neko Bala. Les artistes, il est chez nous, les artistes. Quel régal, quoi de mieux qu'un si magnifique bout de notre hymne national et l'hymne de la création joué par Neko Bala, qui vient de Côte d'Ivoire en passant par la Grande Jérusalem, Vancouver Balafon. Et ça tombe bien parce qu'on est en pleine fête de Pâques. Bonsoir Neko Bala. Bonsoir Steve. J'ai envie de dire, comme on dit au pays, Yako, merci d'être venu chez nous, les artistes. Merci de nous aimer si fort. Merci pour tant de générosité. On vous offre un régal avec les meilleurs balafonniste ce soir d'Afrique. Et à ma droite, vous n'êtes pas venu seul. Oui. Vous avez rencontré quelqu'un qui vous aura tenu la main. Et ça, vous nous raconterez cette belle histoire. Ali Keita, bonsoir. Bonsoir Steve. Eniche. Eniche Anissou. Voilà, comme l'a appris le doyen Cheikh Tidiane Seck, à qui on fait un clin d'œil. Et là, c'est quelques mots en bambara. Ça m'a beaucoup aidé, hein, vous savez. Allez, bonsoir. Prenez soin de vous asseoir confortablement. On vous offre une émission. On est nombreux ce soir. Votre Majesté Bombog Maled Madjami, bonsoir. Bonsoir à nous tous. C'est un plaisir de vous retrouver chez nous. Et tout à l'heure, vous disiez, hein, ils ne sont pas invités, c'est nos frères que nous accueillons à la maison. C'est vrai, parce que c'est toujours nous et nous. Hilaire Pancui, bonsoir. Bonsoir Steve. Vous devez être un homme heureux ce soir, après le succès de la première édition du festival Ndjan Ndjan Menjan. Oui, très heureux, n'est-ce pas, de voir complet.
Devoir complet, vous nous direz pourquoi il y a Njan et Menjan. Ça semble se répéter. On aura le guide éclairé de Sa Majesté Mbomborg ce soir sur le plateau. Mais revenons, on a eu ce joli bout de musique là, Nico. Je vous ai dit, en venant à votre spectacle avant-hier au Centre culturel Ubuntu de Ruben Binam, que j'ai été séduit par vos jeux sur Facebook, vos publications, et c'est là que je vous découvre, un Nico Bala qui se plaît, qui a un immense, qui prend plaisir à reprendre des classiques, il touche du bois, comme qui dirait. Alors, racontez-nous, comment avez-vous choisi ce créneau-là? Ça vous est venu d'où? Vous auriez pu rester dans les chorales, ou faire des fêtes au village, à Cocody, à Hongrie, votre quartier, par exemple. Alors, il faut dire que je porte une mission. La mission, c'est de réintéresser tout le monde au balafon. Chez moi en Côte d'Ivoire, le balafon est considéré comme un instrument traditionnel qui appartient au peuple Sénoufo. Le peuple Sénoufo est un peuple du nord de la Côte d'Ivoire et c'est perçu comme un instrument traditionnel. Et après avoir étudié le balafon à l'école et auprès des maîtres, je me suis rendu compte que c'est un instrument qui a beaucoup de potentialité, beaucoup de compétences, mais qui est resté méconnu. Et c'est un bonheur que vous le disiez sur ce plateau, et ça, vous devez ça à Ali Keita, qui est tout à ma droite là, et qui, heureux hasard, est né à Abidjan, en Côte d'Ivoire, mais malien, enfant de Bamako. On nous a dit que vous êtes de la lignée des griots, de la grande civilisation malinké. Tout à fait. C'est riche ça. Très riche. Vous êtes fier de lui, de Nico? Ah oui, je suis très fier, vraiment. Vraiment, je suis vraiment très très fier. Parce qu'étant balafoniste, j'ai vu comment la nouvelle génération a aussi dépassé la limite de ce qu'on croyait à l'époque. Donc du coup, quand je le vois jouer, je dis waouh, c'est l'Afrique qui gagne. Et c'est nous aussi, merci pour tant de générosité. On va prendre un petit bout, on vous a vu jouer avant-hier dans le cadre du Festival international Njan. C'était ici même à Yaoundé, des lignes musicales d'une lignée du griot malinké. Morceau choisi. Quel bon souvenir, Ernesto Ziglibitil, des airs magnifiques que vous avez joués là et qui ont été applaudis par une salle, avec au fond de la salle un Nico Bala. On parlera de son style dans nos figures de style tout à l'heure. Ce que j'ai noté, c'est qu'il avait ses baguettes et une tablette. Oui, un iPad. C'est un joli trait d'union entre tradition et modernité. Ça tombe bien parce que ça tombe bien parce que ça nous permet de, et heureusement que nous avons Sa Majesté ici, votre Majesté. Il faut répondre à une équation, une question: comment l'Afrique aujourd'hui doit rester elle-même et se projeter et partager ses richesses dans le monde. Vous avez vu un jeune, il a ses baguettes, il a la tablette, mais la question de l'authenticité peut-être. Je crois que c'est très 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 prometteur pour l'avenir. D'abord, c'est pour nous dire que ce que nous avons reçu comme patrimoine, nous sommes soucieux maintenant d'en prendre conscience, de le valoriser, de le partager. Mais le patrimoine ne peut vivre que s'il se projette dans l'avenir. Il faut donc que, et c'est là que je salue ces talents autour de la table,
c'est de voir comment le faire vivre au présent et surtout le faire entrer dans un avenir qui n'est pas que l'avenir de notre communauté de base, mais un avenir qui touche l'humanité. Bonne note. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Vous avez bien entendu que Sa Majesté nous donne son onction, vous donne son onction, Hilaire Pancouille, d'aller de l'avant. En revanche, quelques fausses notes dans l'art de la musique avec l'Assemblée générale de la SONACAM qui a été annulée. Elle aurait dû se tenir à l'ENAM avant-hier. Et c'est une histoire que nous raconte et mise en contexte par Barbara Pajama Farimanso. Une journée cinéma sur la scène musicale. Le film débute aux premières heures à l'ENAM, où devait se tenir l'Assemblée générale de la SONACAM. Surprise de quelques sous-informés. On nous dit d'aller vers le MINAC. Bon, je vais essayer d'y aller. Et là, je dois se tenir, je pense. L'action nous conduit vers la nouvelle adresse du rassemblement devant la Maison des artistes. Plus de 600 acteurs et figurants en colère, très en colère. Le PCA à Tébazo qui est élu veut rendre compte à l'artiste camerounais de sa gestion pendant 15 mois. Vous voyez, le portail du ministère est bloqué. 3 communiqués éclaircissent cette atmosphère. La convocation de l'AG par le PCA à Tébazor, l'autorisation le 7 avril dernier de la tenue de l'Assemblée générale et puis son interdiction pour tout risque de troubles graves à l'ordre public signé du sous-préfet de Yaoundé 3. Les surveillants de la SONACAM, dont Achille Banga, Christian Ken, sursoient au loin cette assemblée, texte à la main. Oui. Et nous avons donné notre statut au sous-préfet, au préfet, au gouverneur et au MINAC, à toutes les parties prenantes, pour dire qu'on veut une convocation régulière. Parce que si l'AG est irrégulière, n'importe qui peut l'attaquer. Nous avons préparé une assemblée générale suivant nos textes. L'assemblée générale étant l'organe suprême, on voulait rendre compte aux artistes, nos patrons. Et nous sommes surpris qu'un petit groupe des artistes que soit manipulé par les candidats qui ont échoué aux élections. Devant les portes fermées du ministère des Arts, le bureau a tout de même fait son rapport des 15 derniers mois d'exercice et a fait savoir ses résolutions. Approuve le budget d'exercice 2022. Prendre acte des sanctions prononcées par le comité d'éthique, de discipline de l'arbitrage. Rejette formellement le projet de fusion. Rendez-vous donné à 16h par le ministre de tutelle était toujours attendu dans un concert pour ouvrir par la force de la voix les grilles de leur dernier rempart. Karine Barbara Pajama Farimanso, c'est une jeune fleur du peuple Massa et ça tombe bien. Merci pour ce magnifique reportage. Et puisque je parle du peuple Massa, tenez-vous bien, il y a la 8e édition du festival du peuple Massa. La fête, c'était à Bangor. Là, un joli trait d'union entre le Cameroun et la République du Tchad, notre terre sœur d'à côté. L'histoire nous est racontée par Emmanuel Mbemnui et Augustin Guizana, nos envoyés spéciaux là-bas. Bangor passe le flambeau à Yagua. Le Festival international des arts et de la culture Massa 2022 a tenu la promesse des fleurs. Le village du festival Togna Massana, situé au cœur de la capitale, la province du Mayo-Kébi-Est, peut se vider. L'habitat typique de l'homme Massa, avec ses us et coutumes, aura tout donné au public. Au bout d'une semaine d'activités socio-culturelles, le bilan est satisfaisant. Que ce soit sur le plan artistique, que ce soit sur le plan culturel, ces deux aspects ont été relevés. Alors aujourd'hui, vous avez vu les petits-enfants marquer les pas de danse, n'est-ce pas, au rythme de nos différents chants culturels. La ville Haute-Bangor, en faisant des adieux à près de 45 000 festivaliers, peut s'enorgueillir d'avoir tenu le pari de l'organisation non sans mieux espérer de la 9e édition. Vu que notre culture, on ne peut pas le nier, ça donne vraiment de la joie au cœur de ne pas oublier sa culture surtout. Ceci marque vraiment joie. Quand on voit tout ceci, ça nous rappelle nos grands-parents. La cérémonie de clôture, marquée par des jeux concours et des remises des prix aux Massa méritants, a été l'occasion pour le gouverneur de la province du Mayo-Kébi-Est d'exalter les valeurs du peuple Massa. Les rideaux sont tombés sur le Togna Massana au Tchad. Le rendez-vous, c'est en 2023 à Yagua et à noter que c'est désormais une affaire
annuel entre le Cameroun et le Tchad. Donnerai les nouvelles du pont de Bangor sur le Logone, qui est en chantier en ce moment, qui est un trait d'union justement entre le Cameroun et le Tchad, entre Yagwa, prochaine destination du festival, et Bangor. Vous n'avez pas pu être à Bangor, Votre Majesté? Malheureusement, je n'ai pas pu y être cette année, mais je salue l'initiative vraiment de toutes les inspirations possibles et de tous les bénédictions. L'Afrique, le panafricanisme, l'union africaine que nous appelons de tous nos voeux ne pourra venir que si l'union des cultures africaines, l'union des peuples africains se fait à la base. On nous a charcutés, nous allons par-delà ces frontières arbitraires pour retrouver une fraternité qui est une fraternité basée sur la culture, sur les valeurs séculaires qui nous fondent et avec lesquels, justement, nous allons entrer dans cette culture de l'universel. Il y a une chanson de Tiken Jah Fakoly, Histoire, quelqu'un que vous connaissez, que vous avez forcément rencontré, qui me fait penser à vous, justement, peuple malinké. C'est un peu aussi à l'image de ce que les frontières de la colonisation nous ont divisé. Il y a la grande famille Keïta en Guinée, au Mali. Alors, vous portez ce nom-là, Keïta, comme Soundiata Keïta. C'est peut-être un gros héritage, quelque part, quand vous méditez vous-même. Oui, je suis un descendant de Soundiata Keïta. Oui. Et bon, avec la mondialisation, que je suis maintenant un griot, normalement, les Keïta, ce sont les princes, les rois, normalement. Mais finalement, moi, j'en joue maintenant pour les Diabaté, pour les Kouyaté. Normalement, c'était l'inverse. Tout à fait. Voilà. Moi, je m'asseyais et que les autres jouent pour moi. Ah, mais non. Maintenant, c'est moi qui joue pour... C'est aussi ça, la musique. C'est une école d'humilité. Et je renforce mon propos en rappelant que vous allez recevoir un prix. Vous pourriez recevoir un prix en Allemagne. Vous pourriez, on vous le souhaite. Il s'agit de... Oui, j'ai eu la chance d'être nominé étant africain, basé en Allemagne, comme étant meilleur instrumentiste du jazz en Allemagne. Et là, je dédie ce prix à toute l'Afrique. Et c'est l'Afrique qui gagne. Si vous prenez votre téléphone, s'il vous plaît, et que si vous tapez Ali Keïta, vous lirez quelque part que c'est l'un des meilleurs instrumentistes, balafhonistes d'Afrique. Et nous avons le privilège de l'avoir chez nous les artistes ce soir. Hier, tout à l'heure, vous avez fait une petite moue quand Karine Barbara Pajama racontait le petit bémol qu'il y a eu autour de l'Assemblée générale de la SONACAM. Ça a quelque peu bousculé le calendrier du festival Njanja Menjan, j'imagine, parce qu'il y avait des festivités qui étaient prévues de ce côté-là. Oui, disons Steve que nous avions un concert ce soir et autour de 16h nous avons appris toujours que toutes les portes étaient scellées. Ce n'était pas donc possible, il fallait prendre rapidement une décision et c'est ce que nous avons fait. Heureusement, n'est-ce pas, nous avons rencontré un homme très humble qui nous a ouvert ses portes, le centre culturel Ubuntu, n'est-ce pas, de Ruben Binam, qui nous a dit oui tout de suite, et tout de suite nous avons pris des dispositions pour que le concert ait lieu. Heureusement, n'est-ce pas, nous avons pu récupérer quelques-uns de nos invités qui ont quand même cru, qui ont aimé le projet et qui nous ont appelés personnellement pour en savoir plus sur le nouveau siège. J'ai oublié de dire que j'aime beaucoup votre tenue, comme celle de Sa Majesté. Alors, et pourtant, quelques heures, la veille, tout avait bien commencé. D'ailleurs, une fois encore, on va retrouver Amina Habiba. Elle était au Musée National où vous avez tenu des ateliers. C'était pas avec le grand concours de Bingono, anthropologue, qui a donné de la voix à l'histoire du balafon et qui a motivé tout l'intérêt, d'ailleurs, nourri par le thème que je vais rappeler, le balafon entre tradition et modernité, source et ressources d'une culture de paix et d'intégration nationale. Voici l'histoire. La star ici, c'est cet instrument de musique. Ces notes l'attestent à suffisance. Le balafon est au cœur du festival Njanja Menjan. Ils ont tendu l'oreille, capté ce son entraînant qui a guidé leurs pas jusqu'au musée national. Un appel à célébrer la musique traditionnelle. Nous avons constaté que les balafoniers ont soif
de reconnaissance. Parce qu'il y a des concerts, les balafonists sont des accompagnateurs. Et à la fin, quelquefois même lors des rétributions, ils sont rétribués à la toute petite valeur parce qu'on leur dit oh, vous êtes des petits musiciens et puis vous n'êtes pas. Alors nous voulons que, n'est-ce pas, ce type de choses, oui, d'initiative, nous voulons que les balafonistes se prennent en charge. À la force de leurs bras, des jeunes font résonner le son de leur passion pour le balafon. L'émerveillement se lit dans les regards. Le balafon a un langage qui appelle à l'unité, un langage qui tend à unifier les peuples africains. Fait découvrir toute l'amplitude et la splendeur du balafon. Cet atelier qui est dédié entend faire retentir à travers le Cameroun l'écho de ce message. Oui, et que ce message voyage, il sera porté loin parce que nous a, par exemple, dit hors micro tout à l'heure, on joue du balafon pour partager avec l'humanité, pas seulement avec nous. Et c'est un peu dans la droite ligne de ce qui va suivre à l'escale rue Foudangono, quelques avis recueillis autour de Néko Bala et Ali Keïta. Les balafons, entre tradition et modernité, source et ressources d'une culture de paix et d'intégration nationale, c'est le thème de cet événement et qui a fait parler des gens à la rue Foudangono, ou bien sinon au musée national en passant par la rue Foudangono. À vous décoloniser et à sortir de ce genre d'ornière. Vous comprenez? Yes, sir. Très ravi d'être à Yaoundé au Cameroun pour le Njanja Menjang Festival parce que partout on parle de balafon. Je suis très content d'être là et je suis venu apporter mon soutien. C'est une chose très valeureuse de promouvoir la culture de cet instrument-là qui est pour moi le fleuron de la culture musicale africaine. Parce qu'en Afrique, on n'a pas beaucoup d'instruments mélodiques et harmoniques. Et le balafon, ou le nja, ou le menjang, selon l'appellation qu'on lui donne, est représentatif là, de cette culture et de toute la potentialité, de toute la compétence musicale africaine. Donc je suis vraiment très ravi d'être là. Bien, l'Afrique est une. Et elle est une parce que son unicité repose sur un même substrat culturel. Maintenant que nous parlons du balafon, il faut qu'on retienne que la musique en négro-civilisation, la musique donc en négro-culture, en négro-civilisation, est une communication à part entière et c'est une communication transcendantale, c'est-à-dire on s'adresse aux ancêtres, aux génies, aux esprits et aux divinités à travers la musique. L'Africain est essentiellement musicain, parce que c'est le langage sacré qu'il utilise pour s'adresser à ces divinités-là. L'unicité, à partir de l'idiophone, qu'est le balafon, qui est un xylophone, c'est-à-dire un bois solide qui résonne. L'unicité du xylophone, balafon, est donc que on le retrouve partout en Afrique sous des formes, sous des morphologies différentes, sous des organologies différentes. Alors un festival comme celui-ci est d'autant plus important qu'il permet que l'on découvre les diverses modalités du balafon ici et ailleurs. Et nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui nos frères de l'Afrique de l'Ouest qui sont venus avec leur part, pour parler en français camerounais, leur part de balafon. Donc, l'unicité est culturelle et démontrer que, quelle que soit la disparité, quelle que soit la distance géographique, l'Afrique reste quand même une. Voilà la grande importance. Le balafon, n'est-ce pas, n'est pas reconnu à sa juste valeur. On les joue beaucoup plus, n'est-ce pas, dans des cérémonies rituelles, dans des cabarets, mais davantage, les balafonistes sont un peu relayés au second plan, en parlant, n'est-ce pas, des musiciens.
nous voulons ici permettre aux balafonists d'avoir cette chance de se considérer comme un musicien accompli. Je pense qu'il est possible, n'est-ce pas, que les balafonistes aient également des moments festifs, des moments de joie, des moments de Et pour emprunter une expression, cher Ombolé, il y avait du répondant, c'était percutant, ces percussions-là. Alors, c'était bien, le balafon et les Africains, partition d'une intégration, on va dire fait du même bois, je le disais tout à l'heure, mais on a noté que tous les âges étaient de la partie des Kobala. Vous avez sur plusieurs sites échangé avec des enfants, rencontré des enfants dans les écoles. C'était comment les masterclass, le goût de transmettre? Bon, le goût de transmettre, pour ma part, il est toujours là. Je partage toujours avec grand plaisir ce que je sais. Mais je relève aussi qu'il y avait une très grande soif d'apprendre de la part des jeunes avec qui on a échangé et qui ont manifesté vraiment de la volonté. Et je dois reconnaître qu'il y a vraiment beaucoup de talent, énormément de talent ici. Et on espère, en tout cas, que avec ce genre d'initiative comme le festival, que ce genre de talents pourront émerger et pourront beaucoup être mieux connus. Votre Majesté? Moi, je pense que c'est très, très, très prometteur. Quand on vous dit vous êtes africain, et quand vous-même vous revendiquez africain, à partir de quel référent? Mais je suis africain, je connais le balafon, je sais jouer, je sais comprendre, je sais entrer dans le langage. Donc, ces lieux de transmission sont très importants parce qu'ils nous aident, nous autres, à savoir en quoi nous avons une originalité qui fonde notre unité et en quoi cette originalité, nous pouvons la partager avec les autres. Alors, cette partition du partage, justement, et de la transmission intergénérationnelle, Hilaire Pancouille, vous la jouez depuis votre fief, entre guillemets, de Berthois, avec le Rumsi Kikwaya. Vous formez aussi des enfants. C'est un peu... ça a été un gros prélude à ce festival, et vous ne vous arrêtez pas. On ne s'arrête pas, en fait, parce qu'on aime quelque chose, n'est-ce pas? On a l'impression de communier en face, d'être en face avec ça. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'on valorise, mais on a comme... Eto le dit souvent un truc au fond de nous, une stagnac, une envie de le faire de façon naturelle. Et je pense que moi je suis un amoureux des enfants, j'aime les enfants, j'aime partager avec eux. C'est à partir d'eux, n'est-ce pas, que j'essaie également de m'évaluer. Alors c'est pour ça que je me suis dit non, il ne fallait pas seulement se limiter à, par exemple, faire du festival, mais il faut aller à la base. Tout à fait. Former les jeunes générations, surtout les femmes. Ah oui. Parce qu'avec toi, c'est davantage les jeunes filles, les petits enfants de 4-6 ans qui s'intéressent plus. C'est aussi un signe des temps. Parce que demain, en 2023, on fera par exemple des journées spécialement dédiées aux femmes. Voilà, il faut le faire, il faut penser, n'est-ce pas, à cette approche-là. Donc pour nous, nous pensons que tout passe d'abord par la formation, par l'éducation. Et j'ai eu la chance, n'est-ce pas, d'être à Abidjan et de voir ce qui se passe là-bas. J'avais vu une écobala à l'œuvre. J'ai même presque pleuré de voir des petits enfants de 8 ans, 10 ans, pratiquement en orchestre. Et j'ai dit, voilà une transmission qui se fait. Et c'était à l'ISAC d'Abidjan. Donc il y a vraiment quelque chose qui se fait. Je me suis dit, pourquoi chez nous, ça ne se passe pas? Quand vous retournerez à Abidjan, s'il vous plaît, transmettez nos chaleureuses salutations à Were Likim, la mère du village Kiyimbok, avec tous les jeunes et enfants qu'elle forme. Et ça tombe bien que je me tourne vers vous. Pendant le concert ce soir-là, je vous ai entendu dire, je rêve que le balafon ne soit plus simplement un instrument traditionnel, un instrument tout court. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Alors, quand on parle d'instruments traditionnels ou d'instruments modernes, en réalité, c'est mal comprendre la chose parce qu'un instrument de musique est porteur de tout son répertoire, donc le répertoire passé et le répertoire actuel. On dit d'une chose qu'elle est moderne parce qu'elle se pratique aujourd'hui. Donc ce qui se pratique aujourd'hui, dans 10 ans, ça sera traditionnel parce que ça sera le passé. Donc pour moi, le balafon, ce n'est pas un instrument de musique traditionnel, c'est un instrument de musique tout court. Alors, nous reviendrons sur quelques spécificités. On va ouvrir le lexique du village pour comprendre bien des choses. Mais tout à l'heure, quand il parlait, vous déclinez de la tête comme si c'était une musique qui sortait de sa voix. Alors,
vous êtes le maître qui aime transmettre. Bamako, Abidjan, Niamey, l'école, Berlin, les voyages. Aujourd'hui, je le faisais remarquer en début d'émission, vous en avez formé beaucoup et aujourd'hui vous dites mission accomplie. Oui, je peux dire mission accomplie parce que j'ai aussi appris les premiers sons, par exemple, quand j'avais environ 16 ans, les premiers sons de balafon que j'ai écoutés sur les plateformes comme la radio, c'était les oncles qui s'appelaient un monsieur qui malheureusement n'est plus, monsieur Keleti Diabaté. C'est un des maîtres qui a aussi révolutionné le balafon. Et l'autre qui était en Guinée qui s'appelle El Hadj Sori Kouyaté. Ça, ce sont les gens avec lesquels on a entendu le balafon à la radio à l'époque. Donc du coup, ça, le matin, dans les radios, on entendait le balafon au petit réveil, parce que mon papa avait ces vibrations matinales. Exactement. Donc du coup, ça sonne bien, c'est joli, c'est vraiment waouh. À part ça, il n'y avait pas d'autre. Et après, bon, j'ai grandi avec le balafon, comme mon papa il en jouait. Donc du coup, et puis voilà, j'ai continué un peu comme, voilà. Et j'ai vu quelque part que vous avez suivi les enseignements d'Aga Zouratier Koulibaly au Mali. Tout à fait. Le balafon qui vous a mené dans le jazz. Vous avez travaillé avec des grands de ce monde. Paco Siri, c'est les noms qui vous sont chers. Cheikh Tidiane Seck, Rokia Traoré, Tiken Fokoli, Amadou et Myriam. Nous en reparlerons tout à l'heure. Le géant Manu Dibango, qu'est-ce que la liste est longue. Alors, Votre Majesté, tout à l'heure, je relayais une petite préoccupation des gens. Il y a des gens que le mot xylophone énerve quand on le met à côté de balafon. Grille harmonique, les lames, il y a peut-être une différence. C'est comme au lieu de dire Namgon, Nkonongond. Les Africains d'aujourd'hui, les Camerounais disent Lomé. C'est celui qui crée, qui donne le nom. À partir du moment où nous sommes tributaires des noms des autres, nous allons forcément ouvrir la porte à des polémiques. Le balafon, c'est comme le tambour. On le trouve partout sur le continent africain. Et le principe de base, c'est du bois, des lamelles de bois. C'est des caisses de résonance qui peuvent être avec des troncs de bananier, qui peuvent être avec des calebasses, qui peuvent être avec des caissons, ou qui peuvent être même aujourd'hui avec les PVC, là, de plomberie, avec les bambous et tout ça. Ça, c'est nous qui avons inventé ça. Donc, c'est nous qui savons que c'est le Ndjang, c'est le Mandjang, c'est le Mendjang. Donc, là aussi, donnons à ce que nous faisons toutes ces lettres de noblesse. Quelque chose qui nous intéresse et qui redonne des lettres de noblesse, je vous pique ces mots-là, aux trésors patrimoniaux des Graciles, du nord-ouest, de la région de l'ouest aussi, qui défilent, qui paradent dans une belle exposition au musée du Quai Branly, Jacques Chirac, des civilisations du Quai Branly, Jacques Chirac à Paris, en France, dans le cadre de la grande saison culturelle qui s'est ouverte. L'exposition continue jusqu'au 17 juillet prochain, le musée du Quai Branly qui consacre, disais-je, une exposition exceptionnelle à l'art camerounais de ces régions du pays, 270 œuvres grâce à un réseau de 27 musées du pays. Alors, l'exposition est portée par quelqu'un qui s'appelle Sylvain Djachezefa, qui est le coordonnateur général que vous connaissez. Sylvain, j'espère que le téléphone va nous sourire ce soir pour que nous puissions réfléchir à échanger avec lui sur les nouveautés de cette exposition qui est une sorte de vitrine du branding Cameroun, du nation branding et finalement de la promotion du marketing culturel de la destination Cameroun. Sylvain Djaché, bonsoir. Le mouvement, ce n'est pas seulement vous, mais il est porté par votre association qui conduit le projet depuis les montagnes d'ici, mais aussi avec la force de la diaspora. Alors, l'association Route de Chefferie a été mise en place par la diaspora camerounaise de Nantes, regroupée au sein de l'association Paix la Loi Cameroun.
Et c'est une association qui travaille depuis une vingtaine d'années sur la valorisation, la conservation et la promotion du patrimoine matériel et immatériel. Donc de cette association qui date de 2020 a été mis en place donc le programme Route des Chefferies qui s'occupe elle aussi de la valorisation, la conservation, la Oui, ça nous enrichit et c'est un voyage qui fait découvrir toute la richesse patrimoniale de l'ouest et du nord-ouest du Cameroun. Aujourd'hui, les régions des Grassfields, ces traditions Bamileke et Bamoun qui reprennent, qui gagnent davantage des couleurs. Alors, on a vu dans le déploiement, si c'est compartimenté, peut-être vous pourriez nous décrire le découpage de cette exposition? D'abord, il faut dire que l'exposition comprend 3 grandes sections. La première section est justement liée à l'architecture, à l'occupation spatiale, à l'organisation spatiale. La seconde section concerne l'art au service de la royauté, au service du pouvoir. Et la dernière section présente les rapports entre l'art et les sociétés secrètes. Pour cette première partie, ce que nous avons voulu faire, c'était à travers l'architecture et l'urbanisme, donner les clés de compréhension de la société. L'architecture au service du pouvoir aussi, l'architecture qui traduit ou qui utilise des codes pour transmettre des messages aux visiteurs. Il y a un point important qu'il faut dire, il faut savoir que l'exposition déjà, ça raconte entre autres, le travail que nous avons mené depuis une vingtaine d'années, entre autres des cases patrimoniales, qui sont des musées communautaires qu'on retrouve dans les chefferies. Et cet espace sur la forge présente un aperçu de la case patrimoniale de la chefferie Badjoun, qui a pour thématique Art, Forge et Pouvoir. Vous parlez de pouvoir, j'enchaîne. C'est un voyage sur les routes des chefferies, pour reprendre le titre de l'exposition, qui a une scénographie assez impressionnante. Nous avons vous avons suivi dans un entretien sur Radio France Internationale avec Jean-François Cadet, vous m'en direz des nouvelles. Et là-bas, nous avons appris que certains chefs sont même venus à Paris pour accompagner des masques. Et les totems, il a fallu des cérémonies de décharge pour qu'ils puissent être approchés par des non-initiés. Vous confirmez ça? Ça a été facile? On a négocié avec les membres de cette société. Il y a certains masques qu'on ne pouvait pas... Ils ont refusé, mais vraiment on a respecté les codes traditionnels et les membres de cette société ont pratiqué des rites permettant déjà de faire le convoiement de la chefferie jusqu'au lieu de rassemblement qui était à Bafoussam. Et même jusque-là, il y a eu quelques problèmes exprimés par l'un des masques qui a nécessité encore une seconde cérémonie afin d'obtenir l'accord définitif pour que on puisse travailler jusqu'ici à Paris. C'est une spécificité de la route des chefferies, c'est une spécificité locale d'avoir mis en place ce type de musée labellisé classe patrimoniale pour contribuer à la meilleure connaissance de soi, de montrer que le patrimoine est toujours vivant. Et puis quand vous regardez d'ailleurs comment il y a une bataille de certaines personnes pour être membres des sociétés secrètes, ça donne encore beaucoup plus d'importance à ce travail. Merci pour ces précisions et nous serons heureux de rester en contact avec vous pour avoir davantage des nouvelles de cette exposition sur la route des chefferies du Cameroun, du visible à l'invisible. Elle se tient à Paris et se poursuit jusqu'au 17 juillet 2022. D'ailleurs, il y aura la grande parade aussi des chefs qui est annoncée. J'imagine que peut-être Votre Majesté Mbombok pourrait être du voyage, qui sait. Et il connaît aussi, il a une très belle lecture de la carte culturel du Cameroun qui a été un peu calqué par la route des chefferies, le projet de la route des Sahel, la route des eaux, la route des seigneurs de la forêt. Et c'est vous-même qui nous le décriviez il y a quelque temps encore dans un documentaire dont on vous propose un morceau choisi.
Chefferie aujourd'hui est un programme national qui se décline dans les 4 aires culturelles du Cameroun en fonction de leurs identités territoriales, dont nous avons défini le concept de la route de l'eau, le concept de la route des seigneurs de la forêt, le concept de la route du Sahel. Nous sommes dans une démarche mémorielle. Dans une démarche, quand je vous parlais de reconnexion avec son histoire, cette reconnexion va se faire aussi par un très grand projet que nous avons dans le pays Bassa, qu'est le musée des indépendances. Ne rien oublier, justement, restons connectés. Ça tombe bien, nous rappelons que Sylvain Djatché est architecte et ça tombe bien que je vous en parle. Je viens d'avoir une notification sur le Archi-Noun Sustainability Steppers Contest. Il s'agit d'un concours qui est à l'adresse à un avis aux architectes, le lancement du concours international d'architecture Archi-Noun. La 2e édition est placée sous le signe du patrimoine et pour candidater, rendez-vous à l'adresse archi-noun, comme maintenant, @chorus-archi.com. Archi-noun, @chorus-archi.com. Pour plus d'informations au CIPCA, c'est ici à Yaoundé. C'était un moment qu'il fallait quand même célébrer, Votre Majesté. Il s'agit là d'un réveil à propos de patrimoine. Il faut peut-être se réconcilier avec le marketing culturel. C'est un de nos thèmes de la journée, de la soirée. Je crois qu'il y a 3 réactions à avoir. Oui. La première, chaque fois que le Cameroun s'illustre positivement, c'est l'Afrique qui gagne, il faut soutenir. Deuxièmement, notre avenir ne pourra être construit que s'il est réconcilié avec notre passé. Donc tout ça est de très bon augure, de réveiller le passé, de le remettre en perspective. Et la troisième chose est que la culture aujourd'hui, c'est aussi une affaire de performance. Performance économique, performance idéologique, performance sociale, performance financière. Et là, oui, on parle de marketing culturel, c'est de voir aussi comment les retombées de notre patrimoine peuvent être positifs et porteurs pour l'Afrique. Notamment dans la promotion et les fruits escomptés dans la promotion de la destination Cameroun. J'imagine que vous voudriez bien nous inviter à Bertois pour découvrir les sites, les beautés, les trésors aussi. Et qui sait, peut-être quand on viendra à Bamako, Ali Keïta, vous avez beaucoup de choses à nous inviter à découvrir, à nous faire voir là-bas. Tout à fait. On en parlera dans nos figures de style. Je poserai aussi la question à Neko Bala. Mais on parlait de visibilité, de mise en vitrine du patrimoine culturel. Eh bien, hier était Journée mondiale de l'art. Vous saviez ça, non? Peut-être Journée mondiale de l'art. Et pour cela, nous avons pris un morceau choisi de quelqu'un qui était un grand, alors j'ai failli utiliser une expression, un haut commissaire, grand curateur des arts. Au-delà de la visibilité, il a une vision, comment l'Afrique doit se penser, se projeter grâce à l'art. Voici le très célèbre Simon Djamil, qui aura été notamment le grand commissaire de la Biennale de Dakar la dernière fois. Well, we told people, we need to talk. To teach people. They don't know. I mean, some of my friends would get mad. I wouldn't get mad for anything, but I would teach people. I mean, I don't mind people not selecting an African artist for something. I mind them pretending there's none. So we gave them the opportunity to see that there were many. And nowadays, people like Ella Natsui, William Kentridge, etc., are part of the top 10 of international art. And now, if a curator wants to do something that he would call international without having an African there, he's the one who would look stupid. So there's nothing I can do for stupid people. You've talked about your feeling of Africanness. You grew up in Europe, and I think you came to embrace your African culture and heritage sort of only in your early 20s.
So I wanted to know, what does it mean to you to be here now, curating a Biennale in Africa? It means a lot. It means, first of all, that, and it's always been my main focus, I want to talk to the world, starting by the Africans. I want them to understand that whatever they do. Simon Djamil, l'un des plus grands critiques d'art, s'il vous plaît, au monde. Il est camerounais, il voyage de musée en musée, de grands événements en grands événements. Je ne dirais pas en direct à la télévision que c'est votre frère, mais le mot est sorti. C'est mon brillant frère et je le salue. Voilà, heureuse rencontre, on partage la richesse des rencontres chez nous les artistes sur CRTV News. Alors dites-nous, lui comme vous avez été, on rappelle, hein, si vous avez été à Yaoundé et sur les grands sites de la Coupe d'Afrique des Nations, la dernière fois en février et en janvier, eh bien les fan zones, c'était Sa Majesté qui a, avec sa canne de chef, donné la direction de l'organisation, le succès de tels événements. Alors, le commissariat d'exposition, une exposition comme celle du musée du Quai Branly, quel est le rôle d'un commissaire d'exposition? Est-ce que c'est simplement organisé? Il n'est pas seulement commissaire, il est commissaire général. Général, voilà. Ça veut dire que il y a beaucoup de niveaux et de registres de travail pour monter des opérations d'une telle ampleur. Il a donc pour mission d'abord d'assister le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage à la conception, à la compréhension de l'événement. Deuxièmement, à participer à l'opérationnalité, la mise en œuvre, en choisissant tous les relais qui participent à l'organisation. Merci pour ces éclairages. Nous allons marquer un pas de plus vers le zapping de l'histoire avec un nom, Monseigneur François-Xavier Amara. Vous connaissez ce nom? Alors, c'est un... Pardon? Ah oui. Christian Sabada me rappelle que c'est un féru du balafon, oui, du tam-tam aussi, qui fait partie de ceux qui ont motivé l'inculturation dans l'église catholique. Et nous faisons aussi un clin d'œil au père l'abbé Pierre Lucien Bétheneux, de la cathédrale ici à Yaoundé. Eh bien, Hilaire, j'en parle parce que, à propos de balafon, Monseigneur a remis, avant de s'en aller au pays des ancêtres, des balafons chromatiques à l'école normale supérieure de Yaoundé. C'était un passage de témoin aussi au département de langue et culture camerounaise. Et il vous avait dit quoi? On a quelques images. Hein. On peut peut-être, grâce à Christian, voir ces images et puis vous réagirez. Monseigneur François-Xavier Amara m'avait dit que ces chansons sont plus vieilles que mon père. 1962 par là, notamment le titre, comme le titre Nkorom Abimambonga Bomangangewa, qui a d'ailleurs été repris par des jeunes comme Madasco et d'autres. Alors, là, c'est un standard, des plus grands standards du spiritual, du spiritual negro, du negro spiritual, qui est venu un peu dans les variétés aujourd'hui. Partout dans les églises catholiques au Cameroun, et même au-delà des églises catholiques au Cameroun, ce thème est répandu. Il est répandu pour louer Dieu et pour louer Dieu à l'unisson. C'est vrai que Monseigneur le voyait réservé dans un cadre liturgique, dans un cadre religieux. Mais quand c'est bon, quand c'est fort,
la musique, elle n'a pas de frontières. On ne va pas la cantonner, on ne va pas la cloîtrer. La preuve est que tout le monde s'en est saisi parce que c'est fort, parce que c'est bien, parce que c'est bon. Alors, c'était bon comme Manantom de Zamba, j'espère que ma prononciation est bonne. C'était des chansons qui tombent bien pour le temps pascal, qui a été repris par Magasco. Manantom de Zamba. Et lui, il n'aimait pas beaucoup. Il disait, les jeunes, ils défigurent un tout petit peu, et puis c'était son droit. D'ailleurs, il a, pour ces images, vous pourrez reconnaître le journaliste Serge Atanganabiso, chef du service culture de la rédaction centrale de la CRTV, qui a été initié au balafon par lui. Et à la fin de ses jours, il venait expliquer aux jeunes comment jouer du balafon. Alors tout à l'heure, avant le journal de Salih Sona, je rappelais qu'il a d'ailleurs remis des palettes, j'espère que je vous parle bien, de ces balafons chromatiques à l'école normale supérieure de Yaoundé, au département de langue et culture nationale précisément. C'était quelques mois avant son départ. Et peut-être vous connaissiez, vous avez été de cette expédition-là. Il vous avait dit quoi? Oui, j'ai eu la chance d'être là-bas côtoyé juste un petit bout, n'est-ce pas, monseigneur, lors de la masterclass de balafon chromatique que nous avons organisée en 2017. D'accord. Et je suis allé le rencontrer parce que je voulais l'inviter au festival. Et il m'a dit, et nous avons eu un entretien pendant à peu près 1 à 2 heures de temps, parce que je voulais comprendre à peu près, puisque c'était le précurseur du balafon chromatique. Et je lui ai demandé, est-ce que c'est toi qui as créé le balafon chromatique? Il m'a dit non, c'est un peu plus en avant avec monseigneur Piclo Ngoumou. Et puis que, en fait, est-ce qu'on parlera vraiment de création de balafon chromatique? Il a développé un modèle, d'ailleurs, j'ai une image, n'est-ce pas, de transmission, du témoin entre un petit jeune et lui. Et il a beaucoup apprécié l'initiative de la miniature de balafon qu'on avait mis sur pied. Il avait promis de venir, n'est-ce pas, au festival. Donc je pense que c'était un très grand homme, c'était un visionnaire. Il a beaucoup apprécié également l'initiative que nous portions. Et se sentait, n'est-ce pas, et nous disait qu'il pouvait déjà mourir. Alors, le sage se voyant partir, sentait peut-être son heure arriver. Alors, je vais ouvrir votre dictionnaire d'Ekobala et Ali Keita. Il a utilisé des expressions, il y a des expressions dans l'air là, balafon chromatique, balafon pentatonique. Alors moi qui n'en sais rien, qu'est-ce que je retiens de ça? La différence des types de balafon peut-être aussi pour nous aider? Moi je dis toujours, ceux qui ne connaissent pas le balafon, la différence entre le balafon pentatonique et le balafon chromatique, si vous avez déjà une vision sur le piano, par exemple, les touches blanches, sur le piano, il y a une touche blanche et les touches noires. Donc, les touches blanches, c'est la gamme diatonique. D'accord. Et les touches noires, c'est la gamme qui présente la gamme 5 notes. Ce sont présentées comme le pentatonique. Donc, entre les deux, maintenant, quand vous avez les deux, c'est ça qui s'appelle le chromatique. Si je me trompe, c'est ça, voilà. Voilà. Ça, tout à fait. Heureusement, on a de la chance de vous avoir sur ce plateau et ça nous réjouit. Vous voyez bien que j'ai appris des choses. J'espère que vous aussi ce soir. Alors, ce jour est journée mondiale de la voix. L'année passée, Caressesia nous a fait le plaisir de nous présenter les métiers de la voix, des voix off, les voix de doublage. Mais cette fois, en plein Ramadan, eh bien, on a eu une sacrée idée pour vous. Vous qui habitez par exemple les quartiers Etoudi, ici à Yaoundé, comme partout au Cameroun, il y a une voix qui réveille la ville ou le village. C'est la voix du muezzin. L'Adan, le chant d'appel à la prière, du haut de son minaret, c'est un talent vocal exceptionnel qui nous est tellement familier. Mais aujourd'hui, on s'est posé la question, qui est donc ce muezzin qui nous appelle à la prière, qui fait des envolées, qui fait des virages avec sa voix. Et bon, allons rapidement découvrir tout cela avec Amina Habiba, qui est à la rencontre, qui est allée à la mosquée. Oui, on lui souhaite beaucoup de courage pendant cette période de Ramadan. Et elle en a profité pour nous raconter cette belle histoire. Et s'il vous plaît, il nous vient d'Arabie Saoudite. C'est une voix familière aux fidèles musulmans. Dans le ciel de Tchinga,
l'écho résonne du haut du minaret du complexe islamique. Les versets coraniques s'enchaînent, amplifiés par plusieurs mégaphones. Des instruments clés dans la diffusion du message d'Allah en ce mois de Ramadan. C'est avec amour et dévotion que ce serviteur de l'islam exorce ses missions. Ce qui laisse un grand effet sur les fidèles lorsque nous leur adressons un discours ou bien lorsque nous récitons le Coran, c'est le fait que nous sommes attachés à ces livres de notre Seigneur qui constituent une révélation de la part de notre Seigneur exalté soit-il. La voix, qu'elle soit grave, aiguë ou encore suave, pour ainsi être agréable à l'oreille des fidèles, se doit d'être drapée dans une symphonie particulière. Pour aiguiser ses cordes vocales et garder la forme, cet imam saoudien a sa recette. La meilleure façon pour garder sa forme et sa santé durant ces mois bénis, c'est de consommer des nourritures licites, des nourritures qui sont permises et autorisées. Prêcher l'amour, le pardon, la réconciliation, cet imam, le docteur Ibrahim Oubaïchi, confie avoir mis sa voix au service d'Allah. Merci Amina. Hadiba, et bon courage à tous nos frères qui prolongent, qui persévèrent dans ce mois du Ramadan. Et vous nous inviterez à la fête, non? Ah oui, tout comme on sera de la partie demain. Et demain, ça tombe bien, dimanche de Pâques. Tous les Yaoundéens savent qu'il y a des coins Menjan, des coins Balafon et probablement Hilaire. J'espère que vous amènerez Ali Keita danser du Bikoutsi en mode Menjan et peut-être il va jouer, qui sait, Neko Bala aussi, je vous promets ça, ce sera un bonheur. Et entre-temps, Votre Majesté, j'ai eu le bonheur d'apprendre que les voix de nos frères de la forêt, Aka, Badjeli, ce que les autres appellent pygmées, d'ailleurs ce n'est plus indiqué de le dire ainsi, sont reconnus et protégés par l'UNESCO. Leur polyphonie, vous connaissez, vous voyez de quoi je veux parler. Peut-être, avant que vous ne réagissiez, le Djodel, avant que vous ne réagissiez, on va retrouver Papa Mboumson dans un morceau choisi du chant polyphonique Baka, qui est un tout petit peu un héritage immatériel de l'humanité, de l'UNESCO. Morceau choisi, et nous commenterons le reste tout à l'heure. Les Pygmées Aka, installés dans le sud-ouest de la République centrafricaine, ont élaboré une tradition musicale radicalement différente de celle des ethnies voisines et introuvable ailleurs sur le continent africain. La musique et la danse sont depuis toujours indissociablement liées aux événements socio-culturels de la communauté Aka. Elles font partie intégrante des rituels, notamment les cérémonies accompagnant l'inauguration de nouveaux campements, les grandes chasses, les rassemblements de campements ou les funérailles. Ce genre est un type extrêmement complexe de polyphonie contrapuntique à 4 voix. Contrairement aux polyphonies savantes fondées sur l'écriture, la tradition vocale des Pygmées Aka permet l'expression spontanée et l'improvisation. La communauté a élaboré des formes musicales très sophistiquées. Chaque chanteur peut, au cours d'un morceau, moduler sa voix pour produire une multitude de variations, laissant ainsi l'impression que la musique évolue perpétuellement. Les chants sont généralement accompagnés de divers instruments à percussion et à cordes, spécifiques à chaque circonstance. Parmi les instruments de fabrication artisanale les plus employés figure un type de tam-tam local, dit anzeko, une sorte de harpe appelée Gedale Bagongo et un arc à une corde, dite mbela. Les chants véhiculent les connaissances considérées comme essentielles pour la cohésion du groupe et la préservation des valeurs de la communauté. Qui signe la réalisation de cette émission avec bon soin. Merci pour ces images. Alors, peut-être pas inédite, mais c'est pas surprenant. La polyphonie, le chœur a plusieurs voix. Ces voix, c'est une identité et donc à protéger, qui sait. Oui, depuis les années 50. Déjà, à l'époque, c'était Okora et l'ORTF en France, collectaient ces traditions musicales
Et on a deux problèmes. Lesquels? Les polyphonies Aka ou Baka sont comme les polyphonies corses, comme les chants bulgares, connus. Des tiganes un peu aussi. Voilà. Et reconnus comme étant du patrimoine de l'humanité protégé par l'UNESCO. Le problème pour les polyphonies pygmées, c'est que c'est les autres qui en parlent. C'est un commentaire extérieur à la communauté. C'est des analyses des gens qui regardent ça de l'extérieur. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est que ces regards extérieurs qui sont fondés cohabitent et évoluent avec les regards intérieurs pour que la vérité profonde et la force de ces chants-là brille à l'éclat du jour. Tout son impact. Merci pour vos éclairages. Je suis toujours heureux de vous avoir sur le plateau de Chez nous les artistes. Vous les côtoyez, mais on n'a plus beaucoup de temps, Hilaire, on n'a plus beaucoup de temps. Je voudrais quand même que vous nous racontiez votre heureuse rencontre avec le balafon. Le jour où vous êtes tombé amoureux du balafon. On rentre dans le secret de votre histoire, Nico Bala. Alors, le balafon, je l'ai entendu, je crois, pour la première fois alors que j'avais 4 ans. C'était à l'occasion des obsèques d'un général à Katiula, ma ville natale. Et puis, je n'ai plus l'occasion de le rencontrer. Et c'est à l'âge de 18 ans que je retrouve le balafon. De retour de vacances, je trouve 2 balafons chez nous à la maison. Et il s'avère qu'on avait fait une petite communauté religieuse et on avait créé une chorale et quelqu'un a offert 2 balafons à cette chorale-là. Et donc je les descendais, en autodidacte, je commençais à jouer. J'étais fasciné, je suis toujours fasciné par le son du balafon. Et au contact des balafhonistes, qui me montrait quelques lignes, j'ai commencé on va dire, à exceller. Jusqu'à un jour croiser le chemin du doyen Ali Keïta. Alors je l'ai croisé, mais virtuellement. D'abord. Oui, parce que j'ai étudié les œuvres d'Ali Keïta pendant 13 ans, avant de le rencontrer physiquement. Comme qui dirait, lorsque l'élève est prêt, le maître arrive. C'est ça. Alors, vous avez des images que nous propose la réalisation. Depuis des mois, Nico Bala force l'admiration des internautes grâce à son talent de se servir de ce balafon pour reprendre de belles chansons de ce monde. Master KG, Jérusalem, là c'est un balafon cover. Il enregistre des vidéos qu'il joue et qu'il fait rejouer. Donc si vous allez sur Facebook, tapez simplement Nico Bala, vous serez servi. Il a séduit les internautes, il a rendu Facebook, c'était un comptoir un tout petit peu, un comptoir musical. C'est aussi ça, les rencontres heureuses. Alors, avant qu'on ne se dise au revoir, nous profitons de la science d'un bombard pour commenter ces images sur le balafon tel qu'il a influencé le voyage dans le rythme asiko. C'est un morceau choisi, peut-être en image, il va commenter. On prend rapidement un morceau choisi, juste en bout, Christian Sabada, voyage dans l'asiko et commentaire du bombok. On n'a pas la chance d'avoir des bomboks tous les jours sur le plateau. On est maintenant avec un balafon. Alors, l'évolution commence avec la bouteille qu'on a vue. Ensuite, on passe avec le nkou, le téléphone africain. Et ensuite, on vient maintenant le balafon. Tout le mouvement qu'on vient de faire, c'est un seul même mouvement du rythme asiko qui s'appelle le mouvement Bogobes chanté. Donc, le Bogobes, c'est-à-dire on va de l'avant. Le pas de danse et le pas musical, Bogobes. La clave est neutre qu'on a fait, le rythme sur la bouteille, parce que c'est la bouteille qui tient tout l'univers. Et ensuite, on a fait la façon dans le contexte du nkou. Et maintenant, la façon dans le contexte du balafon donne ceci.
Merci de baisser le curseur de la musique. C'est les percussions traditionnelles qui ont inspiré la bouteille et les contextes urbains. Ah, super. Et la siko est un assemblage de beaucoup de choses, mais d'abord des rythmes traditionnels bassa qui rencontrent la ville, en ville la radio et les sons qui viennent d'ailleurs. D'accord. Et les génies des gens comme Aladin, Jean Bikoko, qui met la guitare, arrive donc à créer un cocktail nouveau. Vous voyez que vous m'inspirez, toute une émission en voyage sur la siko, et vous qui nous regardez à Abidjan, à Cocody, et partout. Le rythme de base est là. Hein. Oui. Ah oui, le même. Exactement. Merci. Ah oui, nous sommes des artistes, c'est un bonheur de vous avoir, on l'a dans l'âme. Alors, très vite, hein, quels sont vos agendas? Vous repartez à Cocody, Angré, vous Palais de la Culture, des concerts, ça se poursuit? Oui, beaucoup de projets en perspective. Là, dès que je rentre, j'ai quelques scènes à Abidjan. Et puis un agenda prévu pour la Guinée. Revenez-nous s'il vous plaît. Et comme on dit là-bas, bonne soirée dans la grande famille Sénoufou. Bako, bonsoir, merci. Merci, Batuna, merci pour dire merci. Merci aussi à vous, Ali Keita, c'est un bonheur. Transmettez notre bonjour quand vous verrez Cheikh Tidiane Seck. Je le verrai bientôt, je suis sûr. Et tous les grands du Mali, voilà. Tout à fait. Hilaire, oui, c'est toujours un plaisir. Steve, ce que je voulais compléter. Rapidement, le temps, c'est terminé. Nous sommes encore au Cameroun, n'est-ce pas, jusqu'au 20 pour Neko Bala et puis jusqu'au lundi pour Ali. Donc il est encore possible, n'est-ce pas, de les avoir. Allez, quand vous serez de l'autre côté, dites qu'il y a un mot qui est cher aux Camerounais en ce moment, c'est Azombo. Et en langue, dans les grandes langues du Beti, c'est persévérer, supporter. On vous souhaite beaucoup de courage. Merci beaucoup. Azombo, c'est le titre justement d'une chanson faite de balafon. Donc j'imagine que vous pourrez la suivre si vous sortez ce week-end avec Hilaire Pancui. C'est toujours un bonheur de vous avoir. Merci beaucoup, je suis disponible et merci à ces frères qui viennent de loin, mais qui nous font chaud et j'espère qu'ils vont repartir avec la chaleur du Cameroun aussi. On l'a déjà. À très bientôt. On dit ils ne sont pas. Anissou. Bah, voilà. Très bien. Repartez quand même avec une des expressions du Cameroun. Allez, à très bientôt. Bonsoir. Même genre ce week-end. Ça ferait pas de mal. Prenez soin de vous. Au revoir. Bonsoir. Est-ce qu'il y a les volets dans la salle? Répondez. Well,